Je vous jure que c'est vrai. Aucun troll. Vraiment. Premier degré. Et je pensais pas dire ça un jour, mais je suis d'accord avec Macron. Alors, avant d'entrer dans ce sujet, laissez-moi quand même un petit peu vous raconter comment s'est construite cette vidéo et s'est imaginé un petit peu cette vidéo, parce que je pense que il y a un point qu'on doit absolument soulever ces derniers temps et que je trouve particulièrement inquiétant, mais surtout très mal renseigné en fait dans les différents médias, sur les différents plateaux télé, etc. Donc je me suis dit que j'allais juste poser mon opinion, essayer de faire ça pour une fois en petite vidéo, et puis, simplement voir un petit peu vous peut-être, ce que vous en pensez aussi. Mais voilà, on va parler aujourd'hui des différents conflits du monde, et notamment sur la capacité et la puissance des différents pays européens par rapport à la, je vais dire, situation géopolitique mondiale. Parce que je remarque en fait que on est hyper désinformé sur le sujet. Alors bon, c'est pas parce que on est informé que pour autant on dit pas de la merde, et je pense surtout à moi. Ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas évidemment comme d'hab des vérités absolues, mais je pense que par contre, on sous-estime un petit peu l'importance de la géopolitique, et notamment, je pense surtout aux gens les plus extrêmes. Et là, pour le coup, pour une fois, voilà, je pense surtout à l'extrême droite, mais je pense aussi à l'extrême gauche, qui, je dois le dire, il y a des gens qui ont une certaine, à mon sens, naïveté, une certaine passivité vis-à-vis des différents conflits, et surtout de la manière d'agir dans ces conflits, qui, à mon sens, est vraiment inquiétante. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en discuter et d'échanger autour de ce sujet. Et notamment parce que, voilà, effectivement, je dois le dire, mais comme quoi, je me retrouve sur un seul sujet avec notre cher Manu, notre poteau de toujours. Et du coup, parlons-en, parce que je suis d'accord avec lui, mais visiblement, personne d'autre n'est d'accord. Et donc, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que peut-être que aussi c'est moi qui me trompe, du coup. Mais donc voilà, bref. Venons-en à la lecture, j'ai quand même pris 2-3 trucs. Et notamment, ici, on va parler tout d'abord de l'Ukraine. Puisque, voilà, Emmanuel Macron, dernièrement, a parlé notamment, a fait une communication tonitruante. Alors, petite parenthèse, mais évidemment, les communications, il faut toujours se méfier. Parfois, les politiciens font des manœuvres pour tâter le terrain ou pour faire réagir, pour mettre le débat. On voit par exemple tous les mois de septembre de chaque année revient l'ultime. C'est le fameux sujet d'après-vacances, les fameux voiles, etc. Vous verrez, à chaque fois ça revient en septembre, comme ça c'est... Ouais, c'est un truc de la droite, quoi. C'est son petit sujet, comme ça, après les vacances, c'est pour un peu s'échauffer, comme ça, ils se disent, allez, go, on va parler du voile. Euh, Donc, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, évidemment, ça existe dans tous les courants politiques, mais... bref, ici, on va parler notamment de la déclaration d'Emmanuel Macron, notamment d'envoyer des troupes en Ukraine pour soutenir l'Ukraine, ce qui a fait réagir littéralement tout le monde, mais pas seulement en France, aussi évidemment dans toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis évidemment, puisqu'ils font partie de l'OTAN. Je rappelle, l'OTAN, c'est une alliance défensive entre plusieurs pays, principalement européens et américains, mais on a aussi la Turquie, voilà des petits pays qui sont sur le côté. Je ne pense pas qu'Israël soit dedans, mais bon, bref, on s'en fout. Tout le monde connaît l'OTAN, vous connaissez l'OTAN quand même. Et du coup, Emmanuel Macron a notamment rassemblé, ce que je trouve bien d'ailleurs, les différents chefs de partis pour parler de la situation en Ukraine. Et franchement, c'est hyper rare qu'il le fasse. Donc on peut quand même le saluer. Pour une fois, il a tenu à mettre au courant tout le monde, et notamment même l'extrême gauche, ce qui est quand même
très très rare. Donc, on va lire ce tweet de Little Thing Song qui résume bien ce qui s'est passé. À l'issue de la réunion réunissant les chefs des différents partis politiques pour évoquer la situation en Ukraine, Manuel Bompard de LFI, la France Insoumise, déclare « Je suis arrivé avec de l'inquiétude sur la situation, je ressors avec plus d'inquiétude encore ». Pour le patron des communistes, Fabien Roussel, Emmanuel Macron a notamment esquissé, carte à l'appui, le scénario d'une avancée du front vers Odessa ou vers Kiev, ce qui pourrait engager une intervention pour arrêter la Russie, car il ne faudrait en aucune manière le laisser faire. De son côté, Jordan Bardella, du RN, affirme qu'il a le sentiment d'un président de la République et d'un Premier ministre qui perdent leur sang-froid, dénonçant des positions de va-t-en-guerre. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, juge extrêmement inquiétant de voir un président de la République français qui exprime, face à quelqu'un qui détient l'arme nucléaire, que nous détenons nous-mêmes, qu'il faut montrer que nous sommes sans limite, évoquant une déclaration viriliste. Donc ça, c'est une déclaration qu'avait fait Emmanuel Macron, en disant que concernant l'Ukraine, il n'y avait aucune limite pour la France dans son intervention et dans son aide à l'Ukraine. Ce qui est assez marrant parce que j'avoue qu'on voit à chaque fois Captain Medvedev là, donc ex-président de la Russie, ex-président parce que, on le rappelle, Poutine ne pouvait pas cumuler un certain nombre de mandats, donc il a foutu son premier ministre, hop, président pendant un mandat pour pouvoir lui se représenter et être de nouveau élu. Et maintenant, il a changé les lois, donc il n'y a plus de problème, ne vous inquiétez pas, il pourra être élu probablement à vie. Il n'y a pas de souci là-dessus, je ne m'inquiète pas trop pour sa carrière. Mais voilà, Medvedev, du coup, qui est à chaque fois envoyé là pour surenchérir sur tout ce qu'on dit sur la Russie. Et alors, c'est trop marrant parce qu'on dirait qu'il y a un espèce de concours de zizi, disons-le clairement, parce que il est là et à chaque fois, il essaye d'aller plus loin. Il fait « Ah oui, si la France n'a pas de ligne rouge, alors nous non plus !» Mais bon, bref, ça fait longtemps qu'ils disent ça. Donc voilà, pourquoi est-ce que je vous ai lu ça? Parce que justement, autant j'ai l'habitude de critiquer l'extrême droite, c'est pour ça que je passerai rapidement, voilà, Jordan Bardella qui souligne que le président de la République, un Premier ministre qui perd leur sang-froid. Bon, est-ce qu'on doit rappeler que il y a quand même des financements très très étranges de la part de banques russes auprès de l'extrême droite? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait parler de conflit d'intérêts? Sûrement, probablement. Est-ce qu'on pourrait dire que l'extrême droite est financée par la Russie? En partie, tout du moins. Sans aucun doute. Bref, on va pas continuer parce que ça ne sert à rien. Mais, et puis surtout, là-dessus, vous connaissez mon opinion, vous connaissez mes orientations politiques. Donc forcément, c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est ici, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment les déclarations des différents partis de gauche, et notamment, voilà, sur ce côté un petit peu, que ce soit, parce que justement, là, on a LFI qui est plutôt estampillé extrême gauche, mais on a aussi les écologistes qui sont plutôt centre-gauche, allez, ou gauche, quoi, mais pas, qui est beaucoup moins extrême, donc... Clairement, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que malgré tout, toute la gauche semble se retrouver sur le fait que c'est inquiétant, que ces déclarations sont osées, etc., etc. Et d'un autre côté, moi justement, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, je suis extrêmement critique par rapport à ces interventions, et notamment par rapport à la vision de la gauche, notamment de cette guerre qui a lieu en Ukraine. Parce que voilà, moi je ne peux m'empêcher de penser à 1900, voilà, les années 30, 1930 jusqu'à 39, où en fait, quand on a eu l'Allemagne nazie qui a voulu, évidemment, qui a annexé l'Autriche-Hongrie avant de conquérir, d'aller envahir la Pologne, bah on avait un petit peu aussi ce genre de propos, mais c'est marrant parce que de mémoire, ça ne provenait pas de la gauche, là, ça provenait de la droite à l'époque. Et qui était très pacifiste, très ah non, mais surtout, on n'intervient pas, on laisse faire, la paix, la paix, la paix. Et ce que moi, voilà, je le dis tout de suite, je ne suis pas pour la guerre, je déteste ça, je trouve que c'est d'une absurdité sans nom, ça me répugne. Et vraiment, je trouve que c'est l'une des plus grandes absurdités de l'être humain, c'est vraiment de se faire la guerre. Mais... il y a un moment donné où il faut bien aussi avoir conscience et ne pas être totalement aveuglé ou naïf, et commencer aussi à se rendre compte de ce qui est en train de se tramer au niveau de l'Ukraine, mais pas seulement. Donc, pour l'Ukraine,
Moi, je pense que la situation est assez similaire à la Pologne, effectivement, quand elle s'était fait envahir par le régime d'Hitler à l'époque. Et rappelons-nous de nos cours d'histoire, on sait très bien que ce pacifisme, du coup, non, enfin voilà, l'attitude passive de l'Europe était vraiment, vraiment problématique. C'est ça qui a permis à l'Allemagne de grandir, d'avoir des troupes puissantes, de lui laisser le temps de construire vraiment une armée qui efficace et qui par après nous a coûté très cher. Et notamment, je parle de la France, mais je parle aussi de la Belgique, qui à l'époque était neutre hein, dans tous les conflits, qui servait en fait de tampon, et c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi la Belgique existe encore, hein, c'est qu'elle servait de tampon entre l'Allemagne et la France à l'époque, hein, et donc c'est pour ça qu'elle était neutre, hein, pour éviter que les deux pays entrent en guerre et passent par ce pays. Donc c'était aussi un accord entre l'Allemagne et la France hein, de garder la Belgique neutre. Et la Belgique ne s'attendait absolument pas à ce que l'Allemagne l'attaque. C'était inconcevable à l'époque. C'était quelque chose comme nous, c'était inconcevable que la Russie attaque l'Ukraine. Et je pense qu'en fait, il y a un certain moment où il faut arrêter de vouloir constamment répéter l'histoire. Alors, je comprends évidemment la peur du nucléaire, la menace nucléaire qui en découle, mais il faut bien avoir aussi conscience que justement, le nucléaire, c'est la fin du monde, quoi qu'il arrive. Quelqu'un utilise du nucléaire, c'est quasiment la fin du monde. Il y a tellement d'ogives sur la Terre qu'on le sait très bien qu'on pourrait rendre la Terre invivable. Et je pense sincèrement qu'en fait, l'arme nucléaire, ce n'est pas vraiment une arme que l'on peut réellement utiliser. Et si un jour elle est utilisée, on ne pourra rien y faire. Le danger, c'est que justement, ce ne sont pas des démocraties qui possèdent l'arme nucléaire, et encore même des démocraties, ce serait discutable, mais il y a aussi des dictatures. Et on le voit très bien maintenant dans le monde. Vous ne pourrez pas contrer des dictatures juste en envoyant des émissaires ou en donnant de l'argent. Ça, c'était une pensée qui a valu jusque l'invasion de l'Ukraine, justement. Et, et en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent sur la menace russe depuis qu'elle a commencé à envahir l'Ukraine. Or, et c'est ça qu'on oublie en fait, c'est que la guerre qui se déroule en Ukraine, c'est pas la première qu'on a, c'est pas le premier conflit qu'on a avec la Russie. Alors c'est le premier conflit militaire, mais la réalité c'est que en fait, avant ça, la Russie a envahi la Syrie et a soutenu un gouvernement dictatorial pour garder le contrôle sur la Syrie. On a laissé faire, en se disant qu'on voulait absolument pas de guerre. On a laissé faire les massacres, en se disant que, au final, c'est loin de chez nous, et du coup, si ça risque de fâcher la Russie, on va pas non plus intervenir. Et ça, ce n'est qu'un exemple, hein. Ce n'est qu'un exemple parce que il y en a d'autres que, évidemment, quand j'en ai besoin, je ne les ai plus en tête. Évidemment. Mais c'est pas la première fois que la Russie nous impose sa volonté et que nous n'intervenons pas par peur de représailles, en fait. Et le souci, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte à quel point un dictateur n'en a absolument rien à kick, en fait, de votre opinion. Ils en ont absolument rien à kick de la paix, et pour eux, on n'est pas des êtres humains. Il faut pas croire que Poutine... Moi, je pense que Poutine ne voit pas... C'est un peu comme... vous savez, on parle ici de lutte des classes, etc. Mais c'est comme... voilà, il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'il y a des humains derrière. Il y a des gens qui n'ont quasiment... enfin voilà, qui n'ont vécu que dans un certain environnement qui leur fait penser que finalement, les gens, ce sont juste des pions. Et puis voilà, s'ils meurent, c'est un sacrifice. Et puis voilà, et c'est, vous savez, un peu ce... Voilà, l'homme est un loup pour l'homme. On revient toujours là-dessus, mais il y a des gens qui sont dans cette vision-là et qui donc se disent, si moi, je tue tout le monde pour que je survive, eh ben c'est ok. Et je pense que Poutine est totalement dans cette vision-là, en plus évidemment d'avoir une vision nationaliste, etc. Bref, tout ça pour dire quoi, en fait? Tout ça pour dire que quand Emmanuel Macron dit on va envoyer des troupes en Ukraine, alors moi je pense que voilà, c'était surtout pour donner un coup de pied dans la fourmilière,
Mais je pense qu'il faut pas être aussi fermé que, justement, ces réactions qui, vraiment, quand je les lis, moi, je vois vraiment, de la part de la gauche, hein, je vois vraiment de la naïveté, quoi. C'est... Enfin, je trouve, par exemple, voilà ce que dit la secrétaire nationale des écologistes, hein, extrêmement inquiétant de voir un président de la République française qui explique face à quelqu'un qui détient l'arme nucléaire que nous détenons nous-mêmes. Donc elle admet elle-même, en fait, que c'est finalement un combat à armes égales. Parce que du coup, si Poutine envoie une arme nucléaire sur la France pourra totalement riposter, hein, puisqu'on le verra. Enfin, je veux dire, les missiles se voient avant qu'ils arrivent. Évidemment, ça prend quelques secondes au minimum. Donc il y a quand même le temps de réagir. Et qu'il faut montrer que nous sommes sans limite, évoquant une déclaration viriliste. Alors pareil, oui, hein, bien sûr que Emmanuel Macron est dans une vision extrêmement viriliste hein, de la guerre, qu'il a une vision extrêmement... On est totalement d'accord, hein, certes, je suis d'accord avec ce qu'il transmet mais par rapport à la guerre en Ukraine, mais bien sûr que ça n'enlève pas mon opinion générale du personnage, et qu'on n'est pas dupe, évidemment qu'il le fait pour son ego aussi, et que ça lui fait extrêmement plaisir de se voir comme un chef militaire, le Napoléon du 21e siècle. Voilà, hein, c'est quelque chose qui le plaît, mais c'est pas parce que, comme dit l'expression, hein, une horloge, même cassée, donne 2 fois la bonne heure par jour. Bah, je pense que Macron, là-dessus, a raison, en fait. Je pense qu'il faut arrêter d'être naïf et de rester enfermé dans cette Europe qui ne veut jamais intervenir et qui laisse finalement, en fait, en n'agissant pas, qui laisse le champ libre à tous les dictats qui existent. Mais alors le problème, c'est pas juste... Voilà, je veux dire, le problème n'est pas juste que du coup, voilà, bah, c'est dommage, il y a des gens qui meurent. Voilà, je veux dire, moi ça me touche énormément que des gens meurent. C'est peut-être pas votre cas, vous n'avez peut-être rien acquis, et vous êtes peut-être dans une vision différente. Ce que je peux comprendre, parce que je pense que voilà, aujourd'hui on a assez de merde parfois autour de soi pour s'occuper un petit peu du monde. Voilà, moi j'arrive à l'encaisser, mais j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes qui, elles, n'y arrivent pas, simplement, et me disent non, moi je regarde pas le monde, je préfère pas regarder le monde parce que de toute façon, si je regarde ça, je m'écroule quoi. Sauf que justement, c'est vrai, je pense que c'est vrai, je comprends totalement ça, mais je pense qu'il y a une certaine importance derrière tout ça qu'on n'a absolument pas et que surtout beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Je pense notamment aux gens très racistes, hein, voilà, et aux très racistes et très égoïstes hein, aussi, qui pensent, voilà, qui ne se préoccupent pas parce qu'il n'y a que leur tronche qui les intéresse. Mais pas seulement, je pense aussi, comme je vous le dis, hein, à cette certaine naïveté hein, de la part d'une partie de la gauche qui, elle, est en mode « Ah non, 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 il faut surtout pas que ça retombe sur nous ». Ou alors un pacifisme comme ça, aveugle. « Ah non, la guerre, quoi qu'il arrive, la guerre c'est non ». Et j'ai envie de dire oui, effectivement, dans un monde idéal, non, la guerre c'est non. C'est horrible la guerre et on n'a pas envie d'y aller. Mais il faut... Voilà, il faut aller plus loin et se rendre compte aussi des dégâts que font les guerres qui ont lieu autre part, en fait. Et qu'il y a un moment donné où, justement, on doit arrêter ces guerres. Et donc, je voulais un petit peu revenir avec vous. Alors, ce seront des vidéos de Blast, surtout, que je vais vous évoquer. Hein. Mais donc, parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais les conflits commencent à se lier, en fait, et à avoir des intérêts communs, et notamment à se répercuter de plus en plus sur nous, en fait. Et donc c'est là où je vous parle notamment, ben voilà, on revient évidemment sur le conflit israélo-palestinien avec cette superbe vidéo dernièrement qui est sortie, Rafah, mourir de famine ou sous les bombes, voilà, hein, qui montre très bien la détresse des gens sur place. Et donc je vais faire des parenthèses comme ça, hein, mais donc concernant le conflit israélo-palestinien, par exemple, eh bien, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur nous. Y a beaucoup de gens, je les entends, hein, voilà, aussi, hein, y a des blagues qui se font là-dessus, il y a des gens qui disent, bon, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, c'est ça qui me terrifie un petit peu, c'est pas tant aussi le public hein, qui dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que, ben oui, évidemment, moi, vous, en fait, on peut pas faire grand-chose. J'ai vu, y a même un soldat américain qui s'est immolé par le feu, et ça n'a rien changé. Rien à kick. Je veux dire, on en est là dans notre démocratie en fait. C'est qu'on est tellement pas entendu qu'on a, même en se suicidant avec des revendications,
bah, on s'en bat les steaks, quoi. Il n'y a pas d'écoute, quoi. C'est des démocraties étranges. On les appellera les démocraties israéliennes. Non, ça, c'est pour la blague, par contre. Mais non, en fait, on se rend pas compte comme ça. Mais nos politiques, toutes les politiques européennes qui se taisent ou qui font juste vite fait des statements, donc des déclarations en disant « Ah, c'est pas bien, hein », mais en ne faisant rien, en laissant faire ça, est-ce que... Enfin, en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a à l'international. On ne se rend pas compte qu'en fait, on avait une guerre froide. Oh purée, encore une vidéo qui va durer une demi-heure. On avait une guerre froide auparavant que l'on avait réussi plus ou moins à gagner, puisqu'on a même eu des pays dictatoriaux comme la Corée du Nord qui se sont convertis à la démocratie, hein, puisque ça s'appelle la République démocratique de Corée, même si ça n'a... Voilà, on est d'accord que c'est pas du tout une démocratie, mais dans l'idée, il y avait une sorte de hype, il y avait une sorte de mode autour de la démocratie où c'était vraiment le système révolutionnaire, c'était le système du futur. Si t'étais pas une démocratie, t'étais ringard, quoi. Et d'ailleurs, vous verrez à quel point tous les pays, même dictatoriaux, même aujourd'hui, se légitimisent cette démocratie. Mais voilà, le problème, c'est que ces dernières décennies, on a laissé faire. On a laissé faire des massacres, on a laissé faire des dictateurs, comme je l'ai dit. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à une sorte de paroxysme où, dans le conflit israélo-palestinien, en ayant des politiciens qui disent « c'est pas bien, mais on peut rien faire hein », bah en fait, on a juste l'air de servir à rien. Parce que si les pays les plus riches du monde ne peuvent rien faire lors de conflits qui, en plus, n'ont aucun sens d'autre que la vengeance, parce que vous ne me convaincrez jamais que des dizaines de milliers de Palestiniens innocents morts, ça équivaut aux milliers d'Israéliens morts par des terroristes. Ici, enfin, je veux dire, les gars, réveillez-vous, quoi. Hein. Il y a un moment donné, il faut un petit peu sortir de sa bulle et réfléchir par soi-même, quoi. C'est, voilà, il y a un problème dans les maths, quoi. Il y a un problème dans les calculs. C'est un petit peu, voilà, hein, nous, il y a eu des terroristes belges qui ont fait des attentats en France. Pour autant, la France n'est pas venue envahir la Belgique et massacrer toute la population belge. Hein, ok, juste au cas où, hein, d'accord. C'est pour faire un parallèle. Mais en fait, les politiciens disent ça, mais en plus ils mentent. Et c'est ça que je voulais souligner, c'est que on a cette impression, quand on entend nos politiques, voilà, c'est comme ça. Ils sont très fatalistes, quoi. Ah ouais, mais non. Et on n'est pas en Israël, hein. Et on va pas envoyer nos hommes là-bas, hein. Sauf que même avant d'envoyer des hommes, il y a tellement à faire. Par exemple, en Belgique et en France, les ambassadeurs israéliens sont toujours présents. Ils sont toujours là. Ils sont ici, dans nos pays. Ils vivent leur vie, ils sont heureux, ils font leur propagande. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'ils soient encore là ? Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas renvoyé les ambassadeurs israéliens chez eux ? Eh bien, la solution, elle est très simple. C'est parce que, comme il y a les États-Unis derrière et que l'Europe vit dans la peur, nous avons des politiques qui vivent dans une peur constante de perdre des, comment dire, des possibilités, et notamment avec l'Amérique, mais aussi des possibilités donc, militaires, mais aussi commerciales, évidemment. Donc, ils ont tellement peur de perdre qu'ils ne jouent jamais, en fait. Ils ne jouent jamais. Et donc, vous savez, c'est un petit peu comme au poker, hein, quand t'es là avec tes cartes et qu'il y a le mec qui se couche tout le temps. Mais celui qui se couche tout le temps, il perdra. Il perdra dans longtemps, mais il perdra quand même. Et nous, ça fait des décennies qu'on fait ça. Donc, je vous laisse imaginer si on est dans longtemps ou si on est au début de la partie. Non, on est plutôt à la fin. Et en fait, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que, évidemment, vous vous doutez bien que les pays où les politiques, où la démocratie est encore plus instable que chez nous, notamment, par exemple, les pays d'Afrique ou les pays d'Asie, hein, on a aussi les pays centra-américains, d'Amérique centrale, mais aussi d'Amérique du Sud, etc. Bref, tous ces pays-là, toutes ces populations-là qui regardent ça, je vous laisse imaginer à quel point elles doivent avoir l'impression qu'on a l'air de gros débilos, qui ne servons à rien et qui sommes là juste pour protéger, en fait, notre petit pognon, quoi. Et qu'en fait, on n'en a rien à foutre des gens.
Et là, vous allez me dire, mais oui, mais on s'en fout, on a le pognon. Donc, qu'est-ce qu'on en aurait à foutre des gens? Mais le problème, il est là. C'est qu'on a le pognon pour le moment, mais jusqu'au jour où ces populations s'en sortiront de leurs problèmes, de leurs crises. Et peut-être que nous, on plongera dans des crises. Et à ce moment-là, qui sera là pour nous aider? À partir du moment où on a fait des doigts d'honneur à tout le monde entier, qui sera là pour nous aider? Et même si on n'a pas besoin d'aide, qui voudra commercer avec nous? Alors que, voilà, par exemple, ici, les Palestiniens, qui voudra commercer avec des pays qui sont capables de laisser des massacres se perpétrer? Imaginons que demain, justement, donc passons déjà au suivant, hein, prenons la République démocratique du Congo, hein. Superbe vidéo qui résume très bien la situation en République démocratique du Congo. Hein. RDC, 6 millions de morts et une guerre qui dure depuis 20 ans. Tous les liens sont dans la description, évidemment. Mais effectivement, donc, République démocratique du Congo, où, bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais en très gros, il y a des mines tellement importantes, et notamment des mines de cobalt, je crois, qui permettent à nos téléphones et nos ordinateurs de fonctionner, et qui sont exploités par des milices, hein, voilà. C'est en fonction de celui qui possède certains territoires à tel moment. Bon, bref, je vous fais un résumé vite fait, mais pareil, il y a plusieurs pays dans ces conflits. Comment voulez-vous que ces pays nous voient autrement que par des connards qui n'en avons rien à foutre et qui en fait promeuvent la démocratie, disent qu'ils sont là, humanistes, pacifistes, etc., alors qu'en fait, derrière le pacifisme se cache juste de l'inaction, de la flemme, de l'acceptation, parce que évidemment, vous savez, c'est comme on le disait, hein, être passif, c'est une action en fait. Refuser d'agir, c'est une action. Et en fait, moi je crois que c'est ça où on ne comprend pas les impacts qu'on est déjà en train de vivre, c'est-à-dire que le Niger ne veut plus de la France, et ne veut plus des États-Unis. On commence à perdre donc de l'influence encore plus donc au Mali, donc dans toute l'Afrique centrale. On va commencer à perdre de l'influence dans l'Afrique du Sud, hein, aussi. L'Afrique du Nord, n'en parlons même pas depuis la guerre Israël-Palestine. Juste, comment voulez-vous expliquer à des gens qui se sentent communes? C'est un peu comme si la France était attaquée. Voilà, la France était, pour nous, je parle en Belgique, hein, que la France se faisait attaquer, envahir. Bah forcément, nous, les Belges francophones, on serait touchés par ça. Vous êtes nos voisins, on a tendance à se croiser plutôt souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont de la famille en France. Moi-même, j'ai ma sœur qui est en France. Et quoi? Et du coup, vous croyez qu'on verra comment l'inaction des autres pays? Évidemment qu'on le verrait mal. Évidemment qu'on se dirait qu'en fait on se fout de notre gueule. Alors oui, bien sûr on balance des aides humanitaires, voilà, par-ci par-là, hein. Mais c'est très bien, mais ça ne règle pas le problème en fait. Parce que ça c'est tellement... Moi je trouve c'est pire, parce que c'est une preuve. Je pense notamment au largage en avion sur Gaza de provisions, etc. Mais quelle impuissance! Quelle impuissance! Israël est censé être notre allié, hein, on le rappelle. Israël est censé être notre allié. Et Israël nous empêche d'envoyer de l'aide humanitaire. Alors que nous sommes tous d'accord, hein, je veux dire, tous les politiciens, les politiques européennes sont d'accord pour aller aider. Même les États-Unis envoient de l'aide. Et pourtant, Israël refuse. Donc votre pote refuse que vous veniez, effectivement, donc que vous l'aidiez, en fait, que vous l'accompagniez même. Parce que je veux dire, on les laisse tout gérer. Et il n'y a pas de discussion. Ça n'a aucun sens. Et donc je vous le disais, hein, tout ça on le paye très cher. Parce que la Russie qui envahit l'Ukraine, qu'est-ce que vous croyez? Que pensez-vous que les dictateurs comme Kim Jong-il, c'est ça, hein? Oui, Kim Jong-il, comment vous pensez qu'ils voient ça? Ils se disent, c'est bien, on fait ce qu'on veut, tant qu'on touche pas à l'Europe ou les États-Unis, on fait ce qu'on veut. Donc, on leur laisse tout le temps de se préparer, tout le temps de conquérir des territoires, mais donc aussi des populations, de conquérir aussi, du coup, des marchandises, des marchés, d'étendre leur influence dans le monde. Alors que nous, voilà, hein, parce que sous prétexte qu'en fait on est ultra pacifiste, hein, eh ben on ne fait rien. On ne fait rien et on attend les bras croisés.
jusqu'au jour où la Chine attaquera Taïwan, jusqu'au jour où la Corée du Nord attaquera la Corée du Sud, jusqu'au jour où, en fait, ils seront prêts. Et c'est bien là le problème. On a déjà énormément de chances, en fait, que l'Ukraine tienne tête à la Russie. Vous imaginez même pas la chance qu'on a par rapport à ça. Et autant, je vous le dis vraiment sincèrement, moi non plus, j'ai pas envie qu'on envoie des... J'ai pas envie qu'on envoie des hommes en Ukraine, j'ai pas envie qu'on risque la vie de gens en Ukraine, j'ai pas envie de faire la guerre, personne n'a envie de faire la guerre. Je pense que dans des démocraties saines, personne n'a envie de faire la guerre. Je pense que même les Ukrainiens n'ont pas envie de faire la guerre, je pense que même les soldats russes n'ont pas forcément envie de faire la guerre, comme... voilà, je pense... Enfin voilà, c'est des choses... on n'a pas envie de la guerre. Mais il y a des mecs qui sont tarés, qu'on a laissé faire, et maintenant on doit aussi assumer les conséquences de nos actes, comme le réchauffement climatique. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire, voilà, vous pouvez dire au climat que vraiment c'est pas gentil hein, de faire des inondations et tout. Le climat, il en a rien à foutre, il avance. Ben, les dictateurs, c'est la même chose. Ils en ont rien à foutre, ils avancent. Vous pourrez leur dire que, ah c'est pas bien, hein, vous tuez des gens, hein. Ils en ont rien à foutre. Et ça, moi je pense qu'il faut vraiment sortir de cet aveuglement qui nous pousse à penser que oh, ça non mais plus on voilà moins on intervient mieux c'est. Non, ça ne marche pas comme ça n'a jamais marché comme ça avec les dictateurs. On a pensé que l'argent les calmerait, que l'opulence, que le fait de vivre dans le luxe les calmerait. Sauf que non en fait, parce qu'ils sont tarés ces mecs. Ils sont tarés. Et si vous pensez que si vous détestez déjà Macron, vraiment, je vous dis, les mecs comme Poutine et autres, hein, ils sont 10 fois pires. Ils sont 10 fois pires. Voilà. Et je pense qu'il est temps que de nos côtés, que l'Europe, en fait, se réveille et arrête de se croire à l'abri, arrête de penser qu'en fait, la situation d'aujourd'hui est acceptable et vivable. Parce que non, plus on attend et plus on risque effectivement de se faire poutrer la gueule, en fait, hein, simplement, d'être pris par surprise, ou de se faire attaquer, mais au lieu que ce soit en Ukraine, sur nos territoires, sur nos terres. Et je pense que justement, on va finir par ça, hein, mais ce dessin magnifique de Kroll, qui est un dessinateur de médias hein, pour le journal Le Soir, eh bien, comme il le dessine si bien ici, la journée des droits des femmes à Gaza sera la même que la journée de Ramadan à Gaza. Mais donc moi j'ai envie de la copier un petit peu pour nos modes de vie et de vous dire que ça peut être aussi la journée des droits de femmes à Paris ou à Bruxelles, tout comme ça peut être aussi Noël à Paris ou à Bruxelles, si on continue vraiment dans ce côté statique. On l'a vécu une fois avec la Seconde Guerre mondiale. Ne le vivons pas une deuxième fois. Ne recommençons pas nos erreurs. Et j'ai envie de dire intervenons. Alors attention, hein, ça ne veut pas forcément dire envoyer des troupes, bien sûr. Ça peut être de diverses manières, comme je l'ai dit. Mais arrêtons d'être passifs. Arrêtons d'accepter de nos politiques qu'ils soient impuissants, qu'ils soient là comme dépassés par tout ce qui se passe. Évidemment qu'ils se sentent dépassés, évidemment qu'ils se sentent impuissants, parce que eux, de toute façon, même si c'est la guerre, c'est pas eux qui payeront les pots cassés. Ils ont l'argent, ils ont plein d'argent, sans déconner, hein, y a rien à faire, hein, mais les politiciens, ils sont payés, des députés, etc., sont payés des fortunes, quoi. Donc forcément, eux, ils sont pas inquiets plus que ça. Eux, ils vivent encore dans leur vie, ils sont encore leurs habitudes, etc. Donc forcément, pour eux, c'est lointain. Et même si ça arrivait chez nous, ils auraient les moyens, en fait, de vivre encore décemment, sûrement. Mais, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Moi, je pense que, justement, faut pas accepter... Enfin, il faut réagir, je pense. Je pense vraiment qu'il faut réagir. Et c'est un peu, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et puis, pourquoi pas aussi, évidemment, avoir votre avis. Mais... Enfin, pourquoi pas. Disons qu'il y a les commentaires, bien sûr, qui sont là pour ça, comme d'habitude. Et je serais ravi de les lire. Mais je pense sincèrement, moi, c'est vraiment... je n'arrive pas à trouver des arguments qui me convainquent. Autre que... Ah non, on ne peut pas faire la guerre parce que c'est pas bien. Parce que, voilà, je suis entièrement d'accord. Mais comment tu fais quand
quand c'est pas toi qui déclare la guerre, à ce moment-là, tu fais aussi « Ah non, 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 mais on va pas se battre parce qu'en fait, on est contre la guerre ». Pitié, est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus terre à terre et un peu plus compétent, je pense, au niveau politique. Bref, n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo, à vous abonner, et puis surtout à laisser votre avis en commentaire. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, merci à tous, à bientôt, et puis la bise.